Messieurs, dames, bonsoir à tous, bienvenue dans cette 56e émission des Décrypteurs. Comme d'habitude, je suis avec mon fidèle acolyte Joe. Comment tu vas cette semaine? Écoute, crevé, je pense comme toi. On a fait 4 jours de FCC, on n'a pas arrêté de courir sous le soleil brûlant de Cannes, mais c'était très cool. Peut-être qu'on vous en parlera un petit peu, mais en tout cas, là, moi je touch grass, voilà, pendant quelques jours je vais touch grass un petit peu. Mais je sais pas pour toi, On toi ça va mieux pourra, ou on pourra en parler effectivement. J'ai eu le temps de dormir hier soir. Non, Cannes, c'était fatigant. Je ne sais pas si dans le chat certains d'entre vous étaient là. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si jamais vous avez envie de venir, l'année prochaine sera de nouveau à Cannes aussi. Donc, et commencez à regarder un petit peu si vous avez envie d'y aller l'année prochaine, puisque ce sera toujours en France, dans une ville qui est peut-être proche de chez vous. Néanmoins, on a quand même passé un excellent moment au global. Il y a évidemment des choses plus ou moins positives à en tirer, mais je suis très content de la semaine qu'on a passée évidemment là-bas, notamment en termes de contact, en termes d'alpha, en termes comment en général d'informations récupérées sur la semaine. J'en suis absolument satisfait et on va pouvoir vous en parler au fur et à mesure des semaines. Je vois qu'il y a plein de gens qui sont dans le chat. Bonsoir à tous. Installez-vous confortablement. Il y a même Margot. Ça fait extrêmement plaisir. Et Patate, je t'en supplie, quitte-moi ce chat. C'est une petite boutade entre nous, étant donné qu'on était à Cannes ensemble. Je vous en supplie, dites-lui de partir. Bref. On commence cette émission entre un petit peu de FUD sur le Bitcoin. Il y aurait des milliards de Bitcoin qui seraient en train d'être vendus. C'est absolument terrifiant. Est-ce qu'il faut en avoir peur, Joe? Est-ce que toi tu t'en inquiètes un petit peu ou est-ce que tu t'en... On pas ne les couilles? dira pas d'insultes. Oui, par Ah, exemple. pardon. Non, je m'en fous, franchement, c'est bon. On a l'habitude. Je sais même pas en plus s'ils ont vraiment été vendus ou juste déplacés. Ah non, ça Ça n'a pas pourrait été être vendu. déplacé. Bah, de toute façon, c'est simple. Si ça avait Voilà, commencé à être vendu, on serait absolument pas à 107. on l'aurait Qu'on soit senti. d'accord. Ouais. Alors, en fait, vas-y, on va juste. On imagine, même si c'est pas possible, mais que le mec veuille tout vendre d'un coup, ce serait juste même pas mécaniquement possible. On regardait par exemple hier avec Pondis sur le Discord la liquidité dispo overall sur le marché. Ne serait-ce que si tu as envie de market sell des bitcoins, tu pourrais market sell genre 120 millions. Tu pourrais même pas market sell des milliards. Et de toute façon, si tu market sell plus, tu enverrais juste le prix à zéro sur ton exchange, ce serait arbitré. Donc ça n'a aucune logique pour quelqu'un de vendre en one clip, etc. Il peut peut-être mettre des bots qui vont vendre petit à petit, ça crée de la pression, mais on a déjà un des catalyseurs qui font qu'on a quand même de la pression acheteuse vachement intéressante de l'autre côté, qui viendrait contrecarrer tout ou partie de ces ventes-là. Et au pire du pire, oui, on passera un mauvais moment, mais j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui a acheté et qui a eu du Bitcoin à, je crois que j'ai vu passer genre 70 cents, 1 dollar, etc. Il y a des années et des années. Donc même s'il vend quelques centaines de millions, bah, c'est bien joué à lui et juste on passe un mauvais moment entre nous. Et je suis même pas sûr que, comme le dit Ozzy, euh, il faut savoir qu'à Possible. cette époque, et j'ai vu Capet aussi en parler, il faut savoir qu'à cette époque où vous n'aviez pas de MetaMask, pas de Rabi, pas de ceci, pas de cela, ce n'était même pas des seeds avec des mots, c'était des vieux fichiers tout nuls en termes de sécurité. Donc peut-être qu'effectivement ça peut faire sens de foutre ça, ne serait-ce que sur une Ledger par exemple, après 11 ans passés, oui, une quinzaine d'années passées sur la blockchain, c'est mieux vaut tard que jamais. Voilà. Mm. Ouais, et puis comme tu dis, on n'est plus, voilà, c'est pas un shitcoin Bitcoin. S'il y a beaucoup de, si vraiment il y a beaucoup de ventes, ça va juste être une opportunité pour certains. Et on le voit que Ah les oui. institutionnels, ils ont pas du tout envie de, enfin, moi, je vois pas pourquoi les gens flipperaient. En tout cas, court terme, ça peut faire flipper. Pourquoi pas? Moi, je m'en branle un peu, mais beaucoup Très de bruit pour honnêtement, pas les grand gars, chose. si le mec commence à vendre et que ça dip à cause de ça, préparez vos ordres d'achat, hein. En général, il faut pas commencer à tortiller, enfin à faire peur, et il faut pas trembler des genoux. Voilà, tout On simplement. se souvient de Donc l'Allemagne, voilà. tu vois. Oui, bah par exemple, c'était exactement pareil, et en plus c'était dans une moindre mesure, et en plus de ça, la transaction qu'on a eue hier, il faut savoir que Sailor a, je crois, 5 fois plus de têtes de BTC en général, donc si, imaginez si Ah c'est ouais. Sailor qui commence à vendre, donc voilà, juste chill out, c'est une news pour vous faire
pour vous empêcher de ne pas regarder les écrans dans un week-end de 3 jours aux États-Unis, un week-end bien illiquide, bien flat, bien mou. Il faut vous garder un petit peu attentif parce que si vous partez, comment on va faire pour faire de l'audience en général sur les médias? Si vous partez en week-end, il ne faut absolument pas. Donc restez bien sûr connecté au moindre mouvement des wallets de Bitcoin, c'est absolument essentiel. Et c'est bien sûr du sarcasme pour ceux qui auraient un petit peu de mal. Bonsoir Spock. Spock qui est cette semaine à l'heure. Les jours où Spock il est à l'heure pour les lives comme ça, c'est généralement des semaines de pump. Hein. Donc les gars. Ah ouais. Ouais. Très bon Quand signal. c'est en retard, Merci, Spock. c'est un très très bon signal. Merci Spock, ça fait extrêmement plaisir et je vous vois nombreux, ça me fait extrêmement plaisir. Par quoi est-ce qu'on commence, Joe? Est-ce qu'on fait une news? Est-ce que tu veux revienne, parler de Trump? Tu veux quoi? je voulais juste revenir justement sur ce petit truc que j'ai vu passer. Hop, je vais vous montrer rapidement. Hop, c'est moi juste mettre voilà tout ça. L'idée, alors j'ai ouvert le post. Ah, parfait celui-là. L'idée, c'était qu'on a vu nous passer dans les dernières heures le fait que tous les enfants nés aux Amériques allaient avoir 1000 $ investis dans le SP500 dès leur naissance, ce qui est en train d'absolument bouleverser la toile. On se dit c'est un nouveau QE, c'est absolument spectaculaire l'argent magique qu'on va avoir sur le marché. En fait, pas vraiment. On va prendre le nombre de naissances aux États-Unis. Vous savez, voilà, nous on est des hommes de due diligence sur Decrypted. Donc on tape sur internet le nombre de bébés états-uniens qui sont pondus chaque année. On parle de donc 3,6 millions fois 1000 $, ça fait donc 3,5 milliards de dollars par an d'argent magique créé, si on veut. Voilà. Et on commence déjà à voir des gens dire que ça y est, c'est le nouveau QE, etc. etc. On parle ici de 3,5 milliards dans un QE qui faisait plusieurs milliers de milliards. 5000, j'ai vu passer, j'ai pas revérifié l'information, donc pardonnez-moi si c'est incorrect et si c'est plus ou moins, mais c'est absolument, je dirais pas insignifiant, mais de là à reprendre les rhétoriques de QE qui n'est pas un QE, etc., on en est très très loin. On est juste sur de l'argent gratuit, oui, à une échelle modeste. Effectivement, on est plutôt dans un environnement qui a une tendance à être haussier de manière générale, hein, SP500, crypto, etc. Même si sur les cryptos c'est un peu plus difficile à garder en tête, on est toujours dans des structures potentiellement haussières à moyen, à long terme, etc. Donc, tout ce qui est une bonne nouvelle sera pris comme une bonne nouvelle jusqu'à retournement de marché. Voilà. Tout à fait. Et j'ai cru voir qu'il y avait un truc important le 9. Est-ce que vous avez dit un truc? Pas du tout. Le 9. Le 9. J'ai pas l'info le 9. Ok. Si quelqu'un a j'ai vu un l'information dans le commentaire, chat, n'hésitez pas. Ah ouais? Ah non, j'ai pas... Et la build, du coup, elle est passée ou pas sur le... Ouais, la build a été l'explosion de la passée sur l'explosion de la dette, etc. Donc, après, très honnêtement, c'est peu surprenant. Ah, 9 juillet, les tarifs. Ouais. Ah oui, c'est vrai, pardon. Excusez-moi, absolument. Je vous vois dans le chat. Voilà, il y en a qui suivent. Merci, Voilà, les gars. Pardon. Non, c'est vrai que les tarifs, on en parle tellement pas. Pourtant, Dieu sait qu'il y a des grandes questions à se poser parce que les gens ont tendance à oublier que le taux de tarif global qui est encore imposé par les États-Unis sur les pays externes, enfin étrangers, reste vachement élevé et que ça pose des problèmes à moyen long terme sur l'inflation notamment. Donc effectivement, ce sera quelque chose à regarder. Pour le moment, personne s'en émeut vraiment, mais on a quand même Trump qui a dit, il faudrait que je retrouve soit dans mes signés, je crois normalement, que Trump avait dit que oui, on allait envoyer des lettres, etc. Envoyer des lettres aux différents pays pour savoir ce qu'ils devaient payer, etc. Pour le moment, ça va être encore assez flou. Est-ce que ce sera bon? Est-ce que ce sera mauvais? Ce sera encore quelque chose qui va être intéressant à suivre. En attendant, prudence. J'avoue que il y a tellement tout et le contraire sur le sujet que, à part attendre et voir ce qui en sort, ce sera difficile de l'imaginer avant. Mais c'est vrai qu'on peut quand même, comme tu l'as dit,
dire que le marché est quand même plutôt optimiste, hein. Ça fait enfin un mois, quelques semaines, que ça se porte plutôt très bien. Et même du côté de la crypto, même si c'est beaucoup moins flagrant, beaucoup moins flagrant, ça reste une tendance haussière. Donc ça, parce que j'ai vu les gens paniquer dès qu'on prend -10. Bon, bah, Mm. ça fait partie, Absolument. du truc. Non, absolument. Il y aura des choses à regarder. Et on en parlera évidemment la semaine prochaine. Est-ce que tu voulais faire un mini débrief de ETHCC? J'ai vu que tu avais publié quelque chose, je crois, Ouais, pourquoi pas. sur ton compte, histoire juste de un petit peu parler de tout ce qu'on a pu voir, notamment. Allez, Tac, vas-y, alors, je t'en tac. prie. Je vous fais un récap rapidement parce que vous avez déjà de toute façon l'article. Faut savoir qu'on n'est pas payé pour Shield THCC, c'est vraiment un avis qui est complètement transparent. Et d'ailleurs, il y a le bon comme le mauvais dans l'article. Ce qui est sûr, c'est que ça a été une réussite. J'ai vu beaucoup de gens s'exprimer sur le fait que c'était peut-être l'un des meilleurs ETHCC qui a été fait. Et moi, c'était mon premier. Et c'est vrai que pour moi, c'est le meilleur event que j'ai jamais fait. Déjà parce qu'il y a tout le monde. C'est-à-dire que si tu es passionné, tu trouves forcément le projet dont tu es passionné là-bas. Tu peux discuter avec eux. Le main event est super bien parce que c'est le Palais des Festivals à Cannes. Ça, c'était juste 2 heures au Palais des Festivals en termes de conférences. Et il y a 4 jours. Donc je vous laisse imaginer tout ce qu'il y a à voir. C'est juste incroyable. Moi, j'ai vécu un peu ça comme un Disneyland, en fait, un parc d'attractions. Sauf que c'est à la fois pour du business et à la fois pour être plus intelligent, enfin pour prendre plus de choses. Donc j'ai trouvé ça absolument merveilleux, j'étais le plus heureux là-bas. Au niveau des sites, par contre, c'était plus mitigé. J'ai un peu distingué 3 types de sites et je trouve ça intéressant de vous le raconter parce que si vous y allez, vous saurez vers quel site vous diriger. Il y avait le Family Side Event, donc c'est un peu le côté. Il y avait un side event avec Bad Buns, The Small Talk et Cave Off par exemple, qui était incroyable. C'était juste, voilà, t'as une villa, t'as de la bière, t'as des gaufres et juste on est ensemble, on discute ensemble et c'est super simple d'approcher les gens parce que c'est que des bons gars. Ça, c'était les events qu'on a préférés avec ce Daigen Layer aussi qui avait fait un truc comme ça un petit peu dans leur villa qui était très cool. Très sobre en fait, pas voilà, très sobre. Il y a l'usine. Alors l'usine, ça c'est tu peux voir l'usine quand c'est dans des grands hôtels. Quand c'est dans des grands hôtels, en général, c'est ce genre de type. Et ça c'est intéressant parce que ça reste des conférences de gens. Là, on avait vu par exemple une conférence avec PIF, très intéressante. Mais c'est juste l'usine, quoi. Il y a du monde partout, c'est dans des grands hôtels. C'est très dur de networker parce que juste c'est bondé. Donc ce genre de truc, moi je le ferai un peu moins à l'avenir. Et les maxeurs. Alors les maxeurs, ça c'est terminé pour moi, c'est bon, j'ai donné. Ça c'est voilà, c'est des events où ça crache des billets pour rien, où tous les gens qui sont présents ne sont pas forcément des builders avec des gens très passionnés, mais plus des marketeurs. Voilà, je pense que vous avez un peu l'image de ce côté de la crypto que personnellement je n'apprécie pas. Certains l'apprécient, il n'y a aucun problème, mais moi je n'irai pas vers cela. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, les side events sont totalement indépendants du main event, donc c'est pas de la responsabilité de THCC. Donc c'est à vous de faire vos propres choix. Et vous pouvez très bien aussi faire que des sites. Il y a des gens qui n'achètent pas de billets pour le main et qui font que des sites. Mais du coup, vous n'avez pas accès à toutes les conférences, à tout ce qui se passe au main. C'est vraiment 2 mondes complètement séparés. Mais voilà, franchement, énorme banger. Alors, je suis content de me reposer, mais j'étais presque triste en partant parce que j'étais vraiment très très bien là-bas. Je sais pas. Toi, comment tu l'as vécu? Bah, c'est un peu le même ressenti. Le seul truc, c'est sur les events où toi, t'es effectivement mal à l'aise, mais je suis en mode, faut pas trop en faire, quoi. On le fait, allez, une fois la semaine, machin, Ouais. histoire de capter deux, trois trucs. Ça peut être sympa, ça dépend les ambiances. Il y a des trucs qui sont très bien, d'autres qui sont moins bien, etc. Mais sur la semaine, juste à part à la fin où j'étais juste exténué, j'en avais juste, j'en pouvais plus. J'ai parlé à trop de gens en général. Ça restait très très cool et je ne peux que vous inviter à au moins vous renseigner sur les sides pour l'année prochaine, si jamais ça peut vous intéresser, parce que je vous assure que même si vous avez aucun intérêt particulier à développer du business, etc., je suis sûr que vous pouvez passer un très bon moment, notamment sur certains side events, pardon. Psycho parle de la RAV. C'est effectivement un site. Alors on n'y a pas été parce que c'est pareil, c'est relou, faut avoir des tickets, machin, c'est assez chiant d'avoir. Mais on a vu des gens qui y sont allés et qui ont tout à fait kiffé l'ambiance. On était sur une grosse soirée dans une villa, etc.
Enfin, pas moi personnellement, mais les gens qui y étaient. Mais vous avez différents sites, différents trucs à faire, gratuits, payants, à droite, à gauche, etc. Et vous rencontrez des tas de gens sympas, des tas de conférences aussi. Et bien sûr, vous pouvez aussi passer les journées entières dans le main si jamais vous avez envie de juste voir de la conférence, etc. Il y en a pour un peu tous les niveaux, mine de rien. Il y a des trucs un peu simples, des trucs un peu complexes. Non, franchement, c'est un très très bel event. C'est sûrement, c'est pas pour rien que c'est un des events les plus plébiscités. Et en plus, à Cannes, c'était joli. C'était climatisé à peu près partout. Donc, alors évidemment, quand on sort, on prend bouffée de chaleur, mais voilà. Mhm. Mais sinon, ça reste climatisé à peu près partout. La ville est ultra sécurisée aussi. On n'a pas eu de Ouais. trucs de gens qui se sont fait perdre des mains, des doigts, des pieds, bref, voilà. Donc non, ça reste un bête event. S'il y a un event à faire où vous voulez mettre alors, un petit billet pour aller regarder des trucs, etc. Sur une semaine, c'est clairement à faire. Et en plus, c'est en France. Donc des events très Ouais. cool en France. Il faut en profiter. Bah, je pense que le rapport qui a été pris est juste le meilleur de tous parce que tu regardes Proof of Talk, c'était 700 balles pour 2 jours, t'as quasiment pas de side event, t'as des gens intéressants, mais voilà, c'est pas du tout le même niveau, donc c'est plus cher. Mm. T'as PBW, Paris Blockchain Week, qui a pas une bonne réputation, qui a 1500 balles. T'as CryptoXR qui est beaucoup moins cher, mais t'as pas du tout la même qualité des C'est acteurs. plus le même niveau. Ouais. Donc pour moi, c'est juste le meilleur RR. Franchement, j'ai pas l'impression. Alors, nous, on a eu les médias, les billets gratuitement, donc c'est facile à dire. Mais en tout cas, payer 500 balles pour, pour ça, je trouve pas que ce soit trop déconnant. En tout cas, si on a le Je suis budget d'accord. pour et que voilà. Dans Non, l'event je crypto, suis ça reste absolument d'accord. honnête. En vrai, ouais. Mm. Et pour Pico, le lieu c'est Cannes pendant les 5 prochaines années, si je me trompe pas. Alors, non, j'ai parlé à Gaëtan, il m'a dit l'année prochaine, c'est sûr. Les 5 Ok. prochaines années, il n'y a pas Bon, d'annonce officielle. pas d'annonce officielle. L'année prochaine, ce sera de nouveau à Cannes. Même lieu, même endroit, même horizon de calendrier, grosso modo. Donc, on sera de nouveau là-bas. Ouais, Dans tous les cas. Et j'ai hâte. Maruti, je suis une méga maxeuse et j'adore. Ce n'est pas pour me surprendre. Bref, messieurs, dames, je vous propose qu'on puisse continuer directement par les news de la semaine. En plus, on en a quand même une belle pelletée, des trucs macro, des trucs instit. On va même parler de Solana. Il y a beaucoup de trucs à dire sur Solana aussi, donc ça va être intéressant. Si ETH a dit qu'à l'année prochaine, j'y vais. Ozzy, il va pas, donc. Et si c'est ETH 1K, qui y va si c'est ETH 1K en vrai? Parce qu'ils auront le Montrez-vous budget là, si c'est un TH1K. les vrais amoureux. Bah si c'est ETH 10K puis 1K, faut réussir à mettre le budget de côté quoi. Petit conseil d'amis. Bien. Bah écoute, moi je propose qu'on commence tranquillement. Tac tac. Bon, bah Avec vas-y, le temps que les tu te petites prépares, news. moi je suis déjà prêt. Tu veux que je balance? Vas-y, fais-toi plaisir. Ah non, mais t'as l'écran, toi. Bon. Bah après tu peux commencer hein, avec Allez, vas-y, si vas-y. c'est bon pour toi. Tac. Ouais, pour 2 secondes, et voilà. Parfait. Alors, comme première news, on a des news sur Maple. Maple, on a des news toutes les semaines en ce moment, c'est assez une folie. À chaque fois, je me dis, ils ont plus de news, ça y est, ils ont terminé, et non, il y a encore des folies. On peut utiliser le Syrup USDC comme collatéral sur AAV. En tout cas, on peut pas encore utiliser, mais il y a une proposition qui a été très très bien reçue. C'est un temp check. Donc un temp check, c'est un check de température pour savoir à peu près comment la communauté se place là-dessus. Donc c'est pas une vraie proposal, c'est juste pour savoir, voilà, pour mesurer la température. Et ça a été très très bien reçu, donc j'ai pas trop de doute sur le fait que la proposal va arriver et que ça arrivera probablement sur AAV. Très 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 cool. On a aussi Etherfi que tu peux utiliser comme collatéral, mais directement sur Maple. Donc là, je crois que ça, c'est l'inverse. Bref, plein de petites news. On a... vas-y, enchaîne les news, parce que Jupiter, c'est un gros morceau. Allez. Il y a genre 3-4 news. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs sur Jup. Ah ouais, Jup, Tac, moi je vais parler un petit peu de macro en général. Donc on a toujours ces discussions autour de Powell qui se prend le pressing de l'année, qui est absolument terrifiant en 4K HD+, sur tous les écrans de la planète. C'est absolument zinzin. Donc ils continuent de dire qu'ils vont annoncer le remplaçant de Powell. On a eu aussi le fait que Powell était potentiellement en train de se faire mettre, alors c'est pas mise en examen, mais qu'il y aurait des trucs qui arrivent sur Powell, etc. On essaie de lui mettre
la pression aussi de la part du Congrès. Donc voilà, on continue de mettre la pression sur Powell parce que Trump, il veut baisser les taux absolument, il faut absolument baisser les taux, etc. Parce que c'est leur ligne directrice maintenant pour fuel les markets. Donc voilà, et ensuite on a bien évidemment commandé un truc un peu surprenant. Alors, un peu surprenant, c'est plutôt le fait que ça vienne de la Fed qui soit surprenant directement, mais on pourrait voir un SLR qui viendrait changer. Donc le SLR, c'est quoi? C'est le ratio de fonds propres qu'une banque doit détenir par rapport à sa quantité totale d'argent qu'elle possède, etc. Pour faire très simple, en gros, si on augmente ce ratio, enfin plutôt si on le baisse, ça voudrait dire que les banques pourraient acheter beaucoup plus d'actifs en réserve, notamment des bons du Trésor américain. Et si les banques venaient à acheter beaucoup plus de bons du Trésor américain, ça voudrait dire que l'argent irait se déverser un petit peu partout et en fait on unlockerait beaucoup de capital de ce côté-là. Donc encore une fois, des news autour de la macro qui se veulent rassurante / positive. On essaye à tout prix d'initier n'importe quoi qui ressemblerait à un QE, que ce soit de la baisse de taux de la Fed, que ce soit directement par les banques. On l'a vu aussi juste avant avec le narratif entre guillemets des $1000 par enfant qui pourrait être donné directement par Trump à la naissance d'un enfant aux Amériques. Donc voilà, on essaye de montrer que les gars, on met de l'argent, hein. On met du billet sur la table, on essaie de vous faire plaisir. Donc c'est un petit peu dans quoi s'inscrit, grosso modo, les grands narratifs Macron en ce moment, mais on en discutera un petit peu davantage en vidéo. Voilà. Tout à fait. Alors, à propos de Jupiter, on a plein de news. On a Jupiter Studio qui est live. Donc Jupiter Studio, ça permet de créer ton shitcoin depuis Jupiter même. C'est une folie. En fait, moi, ce que je pense, c'est que le token de Pump Fund va arriver bientôt, que Pump Fund est dans un moment un peu où il est attaquable, et que si Jupiter lance justement Jupiter Studio, qu'en plus il a un token lié et tout ça, c'est une façon d'attaquer le marché de Pump Fund qui pour le moment a toujours le monopole. Donc je trouve que c'est assez malin, surtout que juste avant, ils avaient déjà parlé de Moonshot Create. Donc ça, c'est Moonshot, tu peux créer un meme coin depuis l'application mobile. Et ça utilise Jupiter à l'arrière. Donc en fait, Jupiter, ils sont juste en train de mettre le paquet contre Pump Fund. Alors, faut savoir, petite analyse de Stalkchain qui est très très cool, disant que comme la bonding curve, alors ce qu'on appelle la bonding curve, c'est le moment entre le moment où le token est lancé et qu'il a très peu de market cap et le moment où il en sort, c'est environ 70K de market cap pour rentrer sur de l'AMM, donc sur le swap. C'est pas exactement la même entre Pump Fund et Moonshot, et du coup on sent que les tokens de Moonshot sont plus strong sur du long terme, mais ils sont plus risqués. Voilà, je ne saurais pas là vous l'expliquer exactement, mais en tout cas c'était l'analyse que nous avait fait Stockchain, que je trouve très intéressante. Et si vous voulez avoir un petit peu, visualiser un petit peu ce qui se passe, j'ai appris cette semaine que vous pouvez aller juste sur Jupiter, que j'espère vous utilisez parce que c'est un peu la base, et vous allez dans Pro et dans Launchpad. Et là, du coup, vous voyez le market share de tous les launchpads, et on voit que Pump Fund a encore baissé, Let's Bonk a augmenté encore. Avant, ils étaient vers les 70%, donc là, ils sont à 53%. Bonk est à 32%. Bonk, qui, il me semble, utilise Radium derrière. Jup Studio qui débarque aussi avec ses 6%, et Moonshot avec un 60%. Believe, c'est encore autre chose, mais voilà. C'est très intéressant à suivre parce qu'en ce moment, c'est un peu la guerre. Et ben mine de rien, Pump Fund, il se fait grappiller des parts. Et je pense que ça aide le fait qu'il y a un token déjà lié à Jupiter, c'est pour ça qu'ils sont très malins. Donc voilà. Totalement. Mais je pense que Pump Fund est assez gros et il va être très dur à déloger. Par contre, il y aura des beaux concurrents. Ils ont la chance d'avoir différents produits aussi pour s'asseoir sur une espèce de base un peu solide et pas juste d'avoir la casquette de Launchpad. Donc ça va être intéressant. On sait que c'est censé arriver incessamment sous peu. En termes de tokens, je parle. Donc ça va être... c'est ce que j'avais en tête, ouais. Donc à voir s'il redécale ou pas, etc. Quand est-ce que ça arrive. Mais ça va être une timeline assez intéressante.
Hop, j'enchaîne moi avec les institutions qui continuent bien évidemment de fuel un petit peu notre narratif crypto. On a la Deutsche Bank qui prévoit de lancer un service de conservation de crypto dès 2026. La Deutsche Bank qui est quand même un acteur absolument colossal dans le secteur bancaire, donc ça c'est tout de suite intéressant. On a BCN qui continue de nous faire du pied et de créer des demi-molles chez les crypto bros bien entendu, puisqu'il vient de dire que la législation autour des stablecoins pourrait être finalisée d'ici justement la mi-juillet. Beaucoup de choses qui doivent arriver en mi-juillet, dis donc. On sait que ça bosse dessus depuis maintenant plusieurs mois à la SEC notamment, donc on verra si on a quelque chose d'un petit peu officiel incessamment sous peu. On a la SEC qui a approuvé la conversion d'un des fonds de Grayscale, en un ETF. Là c'est le GDLC, hein, donc les large cap, donc BTC, ETH, XRP, Sol et ADA qui vont devenir un ETF, et ça marque un petit peu le presque début des ETF. Alors Sol, on va en reparler juste après, des ETF, notamment on va regarder les inflows directement aussi sur un site, mais sur le XRP et le ADA, c'est première fois qu'on peut les voir dans un ETF, donc plutôt intéressant en termes de fuel pour les alts, hein. Il faut essayer de maintenir ces alts en vie, donc c'est pourquoi pas une bonne idée. On va regarder ensuite les inflows des ETF, donc sur BTC, sur les derniers jours, on est toujours sur de l'inflow net et de l'inflow. Alors on a eu le premier un outflow, mais sur le reste de la semaine, on avait notamment énormément d'inflow. On a tapé le milliard en 2 jours d'inflow sur la semaine, et là les marchés étant fermés hier, on a eu 0. Enfin ils ont fermé plus tôt, donc voilà, il y a 0. Donc ça c'est plutôt sympa. On continue d'avoir un très très gros appétit sur le BTC en termes d'inflow, ce qui est toujours un petit peu bizarre quand on voit le prix qui ne bouge pas. Donc voilà, à vous de tirer les conclusions sur ça. Néanmoins, on a quand même fait 600 milliards, ce qu'on n'avait pas fait depuis à minima 15 jours. Et sur Ethereum, je n'ai pas regardé, on va découvrir ça ensemble. On a 148 milliards. 148 millions pardon, sur la dernière journée de trading, ce qui est plus que ce qu'on avait eu depuis les 15 derniers jours. C'est très rare les jours où on a fait autant sur Ether d'ailleurs. Le maximum ça a été 428. Est-ce qu'on a l'average? On a une average à 18, donc c'est 10 fois la moyenne, 8 fois la moyenne plutôt. Donc une très très grosse journée sur les inflows en général sur Bitcoin et Ether, et je reviendrai sur ceux de Solana juste après quand on parlera des ETF Sol. Tac. Pardon chef, je t'entends plus, j'ai un micro... okay. Ça y est. Ça y est, chez moi, je suis revenu. Ouais. Parfait. Tac. Alors, autre news, on a e-Oracle qui annonce le MF1. Alors c'est assez intéressant parce que c'est peut-être un des premiers tokens qui est lié à de l'institutionnel off-chain. Donc en fait c'est, comment il s'appelle, Fusabara ou un truc comme ça, Fasanara, qui est du coup un institutionnel off-chain qui fait des revenus, je sais plus sur quoi, ça fait un petit moment. Le crédit. Sur du crédit. Voilà, merci. Crédit privé. Crédit privé. Voilà. Et en fait, ils ont créé un token qui est lié du coup à leur performance et que tu peux collatéraliser sur Morpho. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est un bridge entre la TradFi et la DeFi qui est essentiel aujourd'hui, je pense, et qui peut amener beaucoup de capital. Après, évidemment, il faut faire confiance à Fasanara sur ce qu'il balance. Mais voilà, pour certains cas d'usage, je trouve ça vraiment très intéressant. Et c'est e-Oracle derrière en plus, donc on est partenaire d'e-Oracle. C'est aussi pour ça qu'on les aime bien, c'est parce qu'ils font les choses différemment, qu'ils apportent vraiment un vent d'air frais, comme on dirait. Donc, très cool. Le produit est intéressant. Ouais. En plus, tu vois, c'est pas juste. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que certes, tu fais quand même confiance à un acteur, mais au moins, tu as des performances sur un token que tu vas pouvoir après utiliser en DeFi. Et ça, c'est une folie. Hein. Vraiment, on se rend pas compte de ce que c'est. C'est juste impossible en TradFi actuellement. Donc, bref. Tu peux avoir un double yield en fait à partir d'un même capital, quoi. Alors ça va avec évidemment tous les risques de contrepartie, de smart contract, etc. Comme à chaque fois, hein, s'il y a du rendement, c'est qu'il y a un risque, bien entendu, mais ça reste néanmoins intéressant pour les gens qui voudraient peut-être aller chercher du rendement plutôt sympa. Exactement. Et petit fun fact, le saviez-vous,
il y a près de 80% du volume sur Solana qui est exécuté via des private DEX. Alors ça, c'est un truc que je connais depuis quand même quelques semaines, voire quelques mois, mais c'est un truc qui a beaucoup augmenté, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Alors, ce que c'est des private DEX, est-ce que vous connaissez Solfi? Est-ce que vous connaissez ZeroFi? Est-ce que vous connaissez Obric, pardon? Probablement non, et pourtant, ils font 80% du volume Putain, j'ai oublié non, Jupiter, pardon. De Jupiter. Pourquoi? Alors, c'est très simple. Déjà, 1, Solana va vite, donc ça les arrange. 2, Solana passe uniquement, majoritairement, on va dire, par l'agrégateur de Jupiter. Genre, quand vous swappez sur Solana, j'imagine que vous utilisez Jupiter comme tout le monde. Et du coup, ça permet à des entreprises qui sont privées, qui n'ont pas de token, ils n'ont pas de docs, c'est juste des gars, voilà, c'est une entreprise privée, au lieu de se faire chier à avoir des AMM avec des pools, demander la liquidité, machin, faut que le prix soit le plus performant alors que tu galères parce que c'est sur la blockchain. Non, ils s'en battent les couilles. Eux, ils ont leur asset, ils ont des machines hyper performantes, ils balancent le prix le plus efficient possible, et du coup, ils sont rank le plus haut sur l'agrégateur, et ce qui leur permet de choper tout le marché. Donc en général, quand vous swappez sur Jupiter, vous passez par eux. Et je trouve ça très intéressant parce que ça prouve que quand même la DeFi a une inefficience qui peut être comblée par de la CeFi. Je sais pas où ça va. Je sais que c'est pas encore trop développé sur le VM, c'est beaucoup développé sur Solana. Mais voilà, hyper intéressant, je trouve. Très intéressant, on en a parlé beaucoup en off. J'avoue que je connais pas suffisamment bien les implications, les conséquences, etc. J'ai juste trouvé ça ultra intéressant de voir que justement il y avait ce côté efficient qu'on retrouvait sur Solana grâce à ces entreprises qui n'existent pas, comme le dit Foxy, que ça n'existe pas ou peu sur Ether. Donc à voir ce que ça donne sur les autres réseaux par la suite, ne serait-ce que pour l'efficience et les slipages que tout le monde peut manger on-chain sur les pools de liquidité. Hop, j'enchaîne moi de mon côté avec Arbitrum, la saison Arbitrum, qu'est-ce que c'est que ça? On voit des charts qui montent très très vite. Ce qu'on voit surtout, c'est une tokenisation qui avance très très fort, avec plus de 300 millions du coup maintenant. Sur la dernière semaine, on voit des tas de fonds qui sont tokenisés, des tas de trucs, on voit même des stocks qui sont tokenisés, hein, le SPX, le Tesla, le Nvidia, etc. On voit les différents acteurs, Dinari, Spyco, Centrifuge, etc. Des tas de trucs différents. Donc Arbitrum qui se place un peu comme un layer 2 où on a pas mal de tokenisation. Alors j'avoue que moi quand j'ai vu ça, c'était pas la première idée que je m'étais faite d'Arbitrum pour être honnête, mais je prends la statistique comme elle est et je vous la partage. Et on a eu plus de 2 millions de fees collectés avec Time Boost aussi. Donc Arbitrum qui n'a pas dit son dernier mot, hein. Ce n'est pas seulement le bridge pour aller vers Hyperliquid, non, je sais que vous êtes nombreux à le penser et moi le premier, mais il se passe des vrais trucs et il y a aussi des cas d'usage un petit peu sympas qui se créent sur la chaîne. Tant qu'on parle d'Arbitrum, on n'a pas parlé de peut-être la plus grosse news de THCC. C'est Robin Hood qui a fait un layer 2 grâce à Arbitrum. Juste après. Je crois que le layer 2. T'as pas link tes news? Non, je les ai pas link. Voilà. Mais je savais qu'on en parlait après. Oh, ça va. Ok, on en parle après. On en parle après si vous voulez. Je crois qu'on en vrai, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Mais on peut en parler à la fin si tu veux, parce que franchement, ça mérite bien 5 minutes de débat. Non, on en reparlera quand on arrivera sur une news. Tac. Allez. C'est à moi ou c'est à toi? Ouais, vas-y. Je t'en prie. On a DYDX qui annonce un partenariat avec Crypto.com pour proposer du trading de perps sur ceux qui utilisent le wallet de Crypto.com. Alors bon, c'est un peu aux FTR quand même, mais ça va sûrement donner pas mal de... Crypto.com, ça reste un gros exchange, même si pas du tout en France, mais beaucoup plus aux US. Et voilà, que ce soit DX qui tourne dans le fond, ça va quand même leur donner pas mal de volume, donc c'est intéressant. Surtout qu'il me semble que c'est une équipe française. Autre chose, on a Fluid qui est top 2 volume de DEX. Alors je l'ai vérifié à l'info, je vérifie en tout cas quand j'ai le temps, je vérifie toujours les infos. Effectivement, Fluid fait c'est le deuxième DEX le plus gros sur Ethereum en termes de volume, juste derrière Uniswap. Ce qui est assez marrant parce que Fluid c'est du lending borrowing. Le DEX c'est juste une fonctionnalité et c'est juste hallucinant de voir à quel point ce genre de DEX performe. On a aussi le DEX de Euler, qui est aussi du lending borrowing, qui performe super bien. Et en fait, on commence à se rendre compte que des DEX comme Uniswap,
Ils sont pas très efficients. Ils offrent très peu de flexibilité. Parce que sur Fluid, bon, je vais pas expliquer, j'ai déjà expliqué ce que c'était Fluid. On peut faire plein de trucs grâce justement au landing borrowing, à la fois sur le DEX. Et donc ça pose des questions sur le futur de la DeFi. Est-ce que Uniswap va garder son lead? Est-ce que des trucs comme Fluid ou Euler peuvent vraiment changer le paysage? Et moi je suis partisan que oui. Et je trouve ça hyper intéressant. Déjà que Uniswap bat un peu de l'aile. Hein. Ça commence à être connu, ça commence à se voir. Ça bat de l'aile. Clairement. Donc, ultra intéressant. Tac, j'enchaîne moi avec évidemment une des news qui a le plus fait parler justement sur la dernière semaine, notamment on a eu les tokenisations de stocks on-chain avec différents acteurs, donc XStockFi, BactFi, etc. Donc l'idée, on en avait déjà parlé je crois la semaine dernière, c'est de vous permettre évidemment d'avoir les stocks directement disponibles sur la chaîne. On pourrait évidemment critiquer le modèle de ces tokens qui ne sont que des représentations de dette envers le protocole, ce ne sont pas des vrais stocks évidemment. Donc voilà, sur la partie vraiment philosophique, utilitaire, je suis absolument content de voir que ça se développe. Par contre, sur la partie exécution et token, etc., et la forme que ça prend dans cette version-là, je trouve ça vachement mauvais, pour pas dire que c'est catastrophique, voilà. En tout cas, je trouve que le produit est mal fait pour les gens. Donc, ça reste néanmoins quelque chose de positif. Notons quand même qu'il y a des volumes qui étaient plus ou moins sympas. J'ai vu passer, j'ai pas retrouvé le tweet, mais il y a des volumes qui sont plus ou moins sympas. Ça reste encore léger, etc. Vous avez des pertes de liquidités. Ça me fait rire, mais vous avez des pertes de liquidités du coup entre ces stocks et du sol, notamment sur Jupiter, etc. Bref, vous avez plein de trucs à faire. Il y a des API qui peuvent être sympas, etc. Et en parallèle de ça, on avait notamment Mark Zeller. Alors attendez, parce que hop, il y a un petit problème de souris. Voilà, qui a supprimé des tweets. Alors, dans le chat de Decrypted, ils sont très très vifs. Hein. Un grand bisou à Psycho qui est dans le chat, je crois, et qui avait pris les screens minute one quand c'est sorti. Il y a quelque chose qui est teasé de la part de Mark Zeller. Est-ce qu'on va avoir une intégration sur Solana de ces tokens-là et des intégrations sur AAV? Mais étant donné que c'est le réseau Solana, il faut voir si AAV n'irait pas se déployer là-bas. Et on a eu bien évidemment... ce tweet aussi a été supprimé après, hein, le tweet que vous voyez avec Thierry Henry, où Zeller mettait un petit peu de sarcasme en disant qu'il ne voyait pas de quoi on devait parler, etc. Donc les deux tweets ont été supprimés. Écoutez, pour Solana, on verra ce que ça donne. Néanmoins, étant donné qu'on a vu l'info, qu'on l'a gardé dans le compte d'un chat sur Decrypted, on ne pouvait pas ne pas vous en parler si en plus vous l'avez raté, parce que ça a été très très vif. Hein, les deux tweets ont été supprimés le jour même. Ouais. Et comme le dit Dark Frost, peut-être lié à la mise en place de Juplen. Alors pour ce qu'il faut savoir, c'est que Juplen, c'est un service de lending borrowing sur Jupiter qui utilise Fluid en arrière-plan. Donc peut-être aussi que c'est pour ça que AV commence à se sentir qu'il faut aller sur Solana, c'est qu'il y a déjà des projets comme Fluid de Ethereum qui vont sur Solana. Donc voilà, très intéressant. Vraiment, je trouve ça passionnant à lire sur la DeFi. Je suis trop en train de suivre ça. C'est vraiment passionnant. Après, AV, ils sont tellement big, je m'inquiète pas trop pour eux. Non, clairement. Qu'est-ce que j'ai du coup? J'ai deux petites news les dernières. On a Circle qui introduit la gateway, donc ça permet en fait d'un point de vue de développeur d'unifier la balance des USDC enfin. Ça c'est vraiment un truc qu'on attendait, donc on va pouvoir voir sur la plupart des blockchains EVM une seule balance de USDC. Ça c'est vraiment très très cool. Je sais pas à quel point ça va marcher au niveau de l'interopérabilité, mais c'est vraiment le début de la fin, de savoir où est-ce qu'est mon argent, sur quel L2, sur quel L1, blablabla. Juste qu'on utilise un seul wallet, qu'on ait tout l'argent dessus et qu'on a utilisé des applications et pas des blockchains, s'il vous plaît. Ce serait vraiment très cool, merci. On a aussi Circle qui applies pour le National Trust Bank license. Donc c'est pour... alors j'imagine que... Je connais pas, mais j'ai vu le truc de Grok juste en dessous. Merci Grok. Que c'est pour plus de crédibilité au niveau de l'USDC à travers les banques. Donc peut-être qu'enfin les banques vont commencer à utiliser l'USDC. Et c'est marrant parce que ça tombe
pile à pic avec la réglementation des stablecoins. Je pense qu'on est vraiment, je le dis chaque semaine, mais on est vraiment à un pivot au niveau de la blockchain et de l'adoption institutionnelle. Je pense qu'on ne s'attend pas à ce qui arrive et on le voit avec Robinhood aussi. C'est juste, on va passer de 4 geeks devant notre ordinateur à des mecs en costard cravate et ma caméra vient de me lâcher. Super. Ta caméra est off. Ouais, j'ai vu. Bah vas-y, tu peux enchaîner, je gère ma Je vais caméra. enchaîner sur le reste des news. Hop, donc du coup, moi, les enfants, je vais vous parler de Solana, bien évidemment. Donc on a eu le staking, enfin plutôt les ETF Sol déjà dans un premier lieu, plus le staking qui va avec, donc avec le premier acteur qui est le Rex Osprey, pardon, pour commencer. Donc là, ça date de la semaine dernière. Du coup, maintenant, on peut regarder sur Farside les inflows de ces ETF Solana, donc de 7 ETF pour le coup, parce qu'il n'y en a qu'un seul. Les inflows qui sont donc assez légers, hein, on va pas commencer à gueuler sur tous les toits que c'est exceptionnel, hein, loin de là. On est sur du 11 millions sur les 2 derniers jours, notamment par le fait que les frais sont quand même assez élevés, hein, sur cet ETF staking Sol. Donc à voir ce que ça donne dans les prochains mois. Déjà que les inflows sur Ethereum galéraient à montrer de la force, faudra voir ce que ça donne sur Sol, voir si l'appétit est existant ou pas. Et une petite news supplémentaire qui ne concerne pas Sol directement, mais plutôt les intégrations possibles sur X, puisque Nikita Bier a rejoint X en tant que Head of Product, et Nikita c'est pas n'importe qui, puisqu'il était advisor chez Solana, Venture Partner chez Lightspeed, qui est notamment un fonds d'investissement qui avait beaucoup investi sur Solana aussi, plus différentes apps, etc., etc. Donc c'est quelqu'un qui est très lié à l'écosystème Solana par son expérience, donc peut-être des intégrations qui viendront si jamais X développe des produits orientés blockchain. Donc voilà pour ça. Ensuite, je vous parle rapidement de Vest, parce qu'il y a un truc qui est assez sympa, c'est le fait que vous allez pouvoir trader 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 les equities, non pas seulement les cryptos mais aussi les equities, et ça je vous avoue que c'est absolument zinzin, parce que jusqu'à maintenant, même sur Ostium, il y a des marchés qui fermaient. Alors je vais pas vous montrer directement sur Ostium, mais là par exemple, si vous essayez d'ouvrir une position sur Ostium, vous ne pouvez pas sur certains marchés car les marchés sont fermés. Tandis que là, Vest, eux, voudront vous le proposer 24, 7 sur 7. Ils ont la liquidité pour le faire, etc. Pour le moment, vous pouvez juste vous inscrire à l'accès anticipé. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez rejoindre l'Early Access directement sur le site. Et au passage, d'ailleurs, vous verrez le rebranding sur des tons plutôt verts, alors qu'ils avaient plutôt un branding dans le orange jusqu'à maintenant. Donc voilà pour ça. Une petite news sur Vélodrome qui introduit les super swaps, ce qui permet de faire des swaps on-chain directement entre toutes les chaînes de la stack Optimism, donc la super chain, donc que vous soyez sur Base, sur Optimism, etc. Si vous voulez swap entre deux chaînes, c'est possible directement sur l'app, donc ça c'est plutôt cool en termes d'UI et du X. Et je terminerai bien évidemment par toutes les petites news autour d'Hyperliquid. On avait parlé justement la semaine dernière du fait que l'USDC ne serait plus le seul asset disponible pour trader en termes de quote, hein, donc je veux dire d'actifs, de collatéral pour faire simple. Et on a des choses qui commencent à se développer autour de l'USDT et là c'est un token fictif, l'USDZZ, sur le testnet. Donc pour ça on continuera de voir comment ça se développe. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui on a eu la mise à jour du réseau qui permet donc d'avoir l'interaction entre l'Hyper-EVM et l'Hypercore, qui permettra donc d'avoir une meilleure liquidité au final sur la chaîne EVM, puisque les applications sur l'Hyper-EVM pourront aller directement prendre dans la liquidité sur Hypercore, et la liquidité de l'Hypercore, c'est une liquidité sur les paires disponibles à l'heure actuelle d'un top exchange type Binance, d'un tier 1 notamment. Donc ça c'est plutôt très très intéressant pour les DeFi, ça voudra dire moins de slippage, etc. Et petite mise en garde qui a été faite par Yields and More sur le protocole KetonSwap, qui appelle à la vigilance, notamment sur les smart contracts qui seraient
où il dit pas que tout est à jeter, mais qu'il dit que la team de KitomSwap semble un petit peu sous-qualifiée pour le produit qu'elle propose, avec des problèmes sur chacun de ses audits, etc. et sur certains smart contracts. Donc petite vigilance de côté-là. KitomSwap, c'est pas le protocole qui, moi, m'a toujours inspiré le plus confiance, pour être honnête. Donc si jamais vous avez des fonds, etc., je vous invite à ne serait-ce que lire ce qui est marqué là, pour ensuite faire votre propre avis sur le protocole. Voilà. Et écoutez, on en aura donc terminé avec toutes ces petites news. Bah, on n'a pas fait celle de Robinhood. On n'a pas fait ça de Robinhood, du coup. Tac. Faudrait juste que je retrouve un tweet qui en parle, histoire de vous en parler. Si tu veux peut-être juste introduire le sujet du jour. Oui, bien sûr. Alors, ça a été annoncé dans un event très privé à ETHCC par le CEO de Robinhood lui-même. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Robinhood, c'est une des plus grandes applications de trading à la base très TradFi, qui fait depuis quelques années de plus en plus de volume sur du Web3. Et là, ils ont carrément lancé leur Layer 2 sur la stack de Arbitrum. Donc, ils vont reverser 10% des revenus à Arbitrum, qui a d'ailleurs pris un joli pump à l'annonce, à la rumeur de l'annonce même, parce que c'était pas encore l'annonce. Et c'est assez une folie parce que c'est un très très grand débat. Actuellement, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop en France, mais je sais que le CTUS n'arrête pas avec ce sujet-là, parce que ça pose des questions sur le fait que jusque-là, on était un petit peu entre nous, voilà, entre crypto-natifs, on construit des trucs, on est des nerds, blablabla. Là, on a des gars de l'extérieur qui se disent ça y est, c'est réglementé, ça y est, il y a de l'argent à se faire sans prendre trop de risques, qui commencent à débarquer, qui mettent les deux pieds dans le plat. Et ces acteurs-là, ils ont déjà des actions, on peut investir dessus, mais disons que c'est pas crypto-natif. Et est-ce que, en fait, le débat actuellement, c'est est-ce que on n'était pas juste un launchpad actuellement pour tout ce qui est crypto-natif et que le futur de la blockchain est pas beaucoup plus institutionnel, TradFi, surtout quand on voit ce genre de géants arriver, et il y en aura sûrement de plus en plus ces années-là. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, on en discutait plusieurs fois pendant l'event, etc., quand on avait un moment, mais il y a aussi un truc qu'il faut, je pense, garder en tête, c'est le fait qu'aujourd'hui, si les produits institutionnels marchent mieux que les produits, entre guillemets, retail, je dis bien retail au sens large, disons que ce soit des produits déjà lancés, enfin que ce soit des produits lancés par des projets établis, même des entreprises, mieux que des projets, déjà établis, etc., qui ont du budget, qui ont de la com, qui savent gérer, en fait, tout simplement, un produit de A à Z. Il ne faut pas s'étonner si ces produits marchent mieux que le reste. On avait notamment parlé d'Espresso. J'ai rien contre Espresso particulièrement, mais il y a des fois où il y a des teams qui manquent d'expérience dans tous les domaines qui sont nécessaires au développement d'un projet. Dans le marketing, ils sont pas très bons. Dans la communication, ils sont pas très bons. Le produit en tant que tel, il est un peu bancal. Tandis que là, on a des institutions, des grandes entreprises qui arrivent et qui disent « Nous, on a les process, l'argent et des gens qualifiés pour chaque secteur, donc on va juste lancer un produit qui marche. » Et des produits qui sont innovants, et des produits qui révolutionnent vraiment quelque chose, etc. Je dis pas que c'est nécessaire de passer forcément par des entreprises tradies pour le faire, mais plutôt que ça semble logique que les produits tradis vont manger beaucoup par rapport à ce qui se fait de manière générale, et des petits projets, etc., qui vont perdre en fait en qualité perçue face à des géants qui vont arriver avec leurs gros sabots sur la blockchain. Donc, il y a quelque chose d'intéressant à, je pense, au moins à philosopher autour. Je dis même pas que c'est binaire, hein. Je dis pas que c'est les entreprises tradies qui vont tout rafler et le reste qui va mourir, loin de là, parce qu'il y aura plein de petits projets qui vont réussir à trouver leur fit, etc., type Hyperliquid, par exemple, type AAV, type sur Solana, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans la case, je sais pas, un Jupiter sur Solana, enfin voilà, bref, différents trucs qui vont partir de nulle part et qui vont petit à petit juste montrer qu'ils savent faire des trucs, etc., et mettre les bons ingrédients au bon endroit. Et en plus de ça, on avait la réflexion à se dire que sur
la partie des tokens crypto, il y aurait peut-être même un truc un peu bearish pour les alts, en disant par exemple que si on vient à tokeniser énormément d'actions, etc., et que tout se retrouve on-chain, en fait, quel est l'intérêt pour quelqu'un de lancer un token s'il peut juste lancer son equities on-chain au final et accéder au même capital et sans avoir les problèmes d'un token auquel il faut donner de la valeur, etc. Alors que sur de l'equity, c'est un petit peu plus... comment il y a moins ce côté, il faut ajouter de la valeur à un token et T'as pas besoin de créer une c'est- communauté, quoi. ouais, Et voilà, c'est ça. ils sont pas forcément des Discord, les entreprises TradFi, tu vois. Ouais, par exemple. Donc, je trouve que le fait qu'on voit de plus en plus ces institutions qui mettent les pieds dans le plat, Robinhood qui lance, et de toute façon c'est Robinhood, mais c'est pas que eux, il y avait Soneum avant, il y a Oui. Kraken, il y a Base, etc. Mais sauf que on commence à en rajouter de plus en plus, et il y a une vraie question, je pense, philosophique se, euh, qui se pose sur ce que va devenir l'écosystème, et c'est ultra passionnant à suivre. Et je dis même pas qu'il Mm. faut être catastrophé, qu'il faut être particulièrement émerveillé, il faut juste le prendre pragmatiquement pour ce que c'est, et juste imaginer ce que ça peut donner dans le futur. Je vois AC qui dit oui, mais les entreprises n'ont pas la vision crypto ou les connaissances, expérience de cet écosystème. La vraie question, c'est qu'est-ce que la blockchain, qu'est-ce que la crypto Mm. apporte au final, parce qu'on est toujours là à dire oui, il se passe plus rien dans notre écosystème, on tourne en rond, etc. Bah, si les use cases, on les connaît déjà, euh, bah, dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de développer beaucoup plus de choses? Si la vision crypto, c'est du lending, du trading, du borrowing, etc., bah, les entreprises connaissent, elles vont savoir le faire aussi, si c'est ça le use case dont on a besoin, par exemple. Ouais, et puis personnellement, je trouve, en tout cas de l'expérience, que justement les entreprises cotées, ce genre de géants, ils savent très bien faire les choses. Je veux dire, Base, c'est la seule layer 2 qui a marché. Pourquoi? Parce que c'est quand même Base derrière. C'est des gens qui savent quand même. Et Robinhood, ils sont pas. Et Robinhood, ils sont là depuis longtemps, hein. Ça fait des années. En Mm. fait, ils sont là dans le buisson, ils attendent la régulation. Et juste, ils bénéficient un peu de volume. Et Robinhood, ils sont très loin d'être nuls. Moi, je pense que ça va être un banger ce qu'ils vont faire. Et j'aime bien la tech de Diego, je suis assez d'accord. En fait, il y a deux points de vue. C'est soit les institutionnels apportent énormément de liquidité et donc bullish altcoin, machin, soit les institutionnels éteignent la validité, le fait que nos tokens valent quelque chose en apportant justement le côté TradFi, peut-être sur du long terme. Je pense que court terme, c'est assez bullish quand même, je pense. Long terme, je pense que on va tendre vers quelque chose de beaucoup plus réglementé et que moi, ce que je verrais bien, c'est que dans 20 ans, genre, si ton token, il n'est pas réglementé, même s'il est on-chain, s'il n'est pas réglementé par les US, il n'a aucune valeur, il ne sera pas tradé, tu seras peut-être banni par le... Il faudra que tu utilises un VPN pour aller le chercher. Enfin bref, je pense que on sera de toute façon de plus en plus lié à la régulation. Et donc, il y aura une sorte de merge entre ce qui est on-chain et ce qui est off-chain. Et voilà. Ça va être fou. Dans tous les cas, ça va être fou. Je sais pas trop où on va. Ce Chacun qui sera voit... intéressant, ce sera de voir ce qui se passe, en tout cas. Voilà. Ça, on en est certain. Et pour, Personne je ne serais sait. juste pas d'accord sur un Robinhood égal FTX. Je pense que on n'a pas du tout envie de savoir s'ils ont les mêmes mécanismes qu'FTX pour fuel un quelconque BR et ne pas confondre causalité et putain, c'est quoi causalité et mince, Très bien. quand c'est deux événements en même temps mais qui sont pas liés les uns aux autres, juste corrélation. Voilà. Pas confondre corrélation et causalité, mais pourquoi pas. Bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des news. C'était à peu près 40-45 minutes de bonnes news autour de l'écosystème. On a vu pas mal de trucs sur tous les écosystèmes. Du Sol, de l'ETH, du Arbitrum, du Robinhood, de la DeFi, etc. On a même vu les launchpads des memcoins. J'espère que vous avez apprécié cette petite review sur le sujet. C'est annoncé pour Ouais. quand? Vous avez des infos là-dessus? Non, mais on a vu une transaction se Merde. passer sur Arbitrum de la part de Robinhood. Ils sont déjà en train Ouais, de bridge ça, ouais. vers leur écosystème. Ce que j'ai... Ouais, non, attends, j'ai justement le truc sous les yeux. Est-ce que ça nous permet de voir quelque chose? Tac, 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 en tout cas. Donc ça, c'était sur Arbiscan. Que ça avait l'air d'être un petit truc de test directement sur Arbitrum. Bah écoutez, je pense pas que ce soit live encore. Par contre, ça devrait arriver incessamment sous peu, je pense. Ouais. Robinhood Deployer, token tracker, etc. Donc il commence à faire
commencent à faire leur petit bout de chemin, directement sur Arbitrum. Voilà. Tout à fait. Tac. Ok. Bon, écoutez, si jamais vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas. J'en profite pour vous rappeler d'ailleurs que si vous souhaitez soutenir cette émission, le meilleur moyen pour le faire, c'est de télécharger Swissborg et d'utiliser l'application. Vous pouvez gagner jusqu'à 50 € de crypto-monnaie pour quelques swaps que vous faites une fois que vous avez déposé quelques euros sur la plateforme. Si vous utilisez ce lien, ça nous soutient infiniment sur la chaîne pour le travail qu'on fait et pour les informations qu'on vous fournit. Donc n'hésitez pas, bien entendu. Vous pouvez acheter des tas de cryptos différentes, investir de manière automatisée avec du DCA sur les cryptos que vous préférez. Hop, ça veut bien cliquer, voilà, parfait. Et bien entendu, vous pouvez faire des tas d'autres trucs. Vous avez aussi un petit peu de DeFi, vous avez des vaults, vous avez plein de produits sur Swissborg. Donc si jamais ça vous intéresse, vous avez le lien en description et dans les commentaires. Parfait. Hop. Est-ce que je parlerai pas de mon ma petite carte, une petite map? Si, j'ai le temps. bien entendu. Je t'en prie. Allez, let's go. Alors, je partage mon écran. Je me suis chauffé. En fait, je me suis dit à l'event de Smalltalk, Bad Bunch et tout ça, je me suis dit, en fait, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait une vraie carte de l'écosystème MegaETH? Alors, j'en ai vu quelques-unes, mais j'ai envie d'en faire vraiment une complète et qui vraiment s'attarde sur les points importants. Donc voilà, ça c'est la carte. Alors elle est interactive, je vous montrerai après. Je vais vous montrer direct en fait. On va aller directement. Donc c'est dans les commentaires. Si vous voulez, je te mets le lien comme ça. Alors c'est un public goods, hein, c'est gratuit, c'est pour vous, c'est cadeau. Tac. Je sais pas si ça a marché, mais putain la taille du lien. Donc en fait vous avez tout. Vous avez ici ce qui est live en testnet. Donc ça c'est important si jamais vous voulez aller farm, parce que évidemment, MegaETH a dit qu'il ne donnerait pas d'argent en airdrop pour les testeurs du testnet, mais on ne sait jamais, peut-être pour les apps, même si j'y crois pas forcément, mais en tout cas, c'est toujours intéressant de pouvoir tester les produits. On a la Megamafia 1.0, parce que la 2.0 sort dans environ 2 semaines. Donc ça, c'est ceux qui sont soutenus par l'organisme de MegaETH. On a les fundraised, donc ça, il n'y en a que 3, mais c'est pour voir un peu quel protocole a levé de l'argent et donc est susceptible de performer, d'être bon et potentiellement d'avoir pas mal d'airdrops à distribuer. Et j'essaie de concentrer tout l'écosystème autour de trucs qui sont natifs. Et je suis allé voir du coup aussi sur X, est-ce qu'ils étaient encore actifs aujourd'hui? Parce que en fait j'ai vu beaucoup de maps de l'écosystème et en fait quand tu regardes précisément, depuis février-mars ils sont déjà plus actifs. Parce que c'est un truc que je vois très souvent, mais en réalité, peu importe l'écosystème, tu as tellement de projets qui ont abandonné après février-mars parce que ça a dump. Et les gars, juste, ils avaient plus de courage, ils ont abandonné le projet. Et genre, ça se voit beaucoup sur MegaETH où 50% de vraiment l'écosystème, si tu vas regarder sur le site, n'existe plus. Voilà, parce que juste, ils n'ont pas survécu aux turbulences qu'on a vécues. Donc voilà, mais ça c'est ceux qui sont actifs. Et si jamais vous voulez un petit peu découvrir cet écosystème, il suffit juste que vous cliquez, je sais pas, là, bim, ça te lance sur un nouveau lien avec tous les liens. Je vous ai mis Doc, Discord, Telegram quand il y a, en fait, je vous ai mis des liens vraiment importants. Donc voilà, ça vous permet de découvrir l'écosystème assez facilement. Et voilà, c'est ma petite contribution parce que MegaETH, c'est un petit peu... c'est vraiment le truc que je préfère actuellement, c'est le truc qui me donne le plus envie de partager. Et même si je suis pas payé pour le faire, ça me fait plaisir de faire avancer le truc. En plus que j'ai un peu plein de copains qui build dessus, donc ça fait vraiment plaisir. Et voilà, très bullish dessus. Complètement d'accord. Magnifique. Voilà. Tac. Hop, parfait. Est-ce qu'on s'attarderait pas un petit peu sur les prix en vrai? En vrai. Vas-y. Parce que du coup, depuis la semaine dernière, il n'y a pas grand chose qui a spécialement bougé. Laissez-moi juste mettre mon écran de cette manière. Hop. Alors, je vais essayer donc, de reprendre tranquillement. Donc, on avait, je vous l'ai dit en tout début d'émission, un SP500 qui a clôturé un petit peu plus tôt la semaine dernière, qui nous a laissé dans un marché, si on dézoome, assez ATH, je veux dire, voilà, pas de... Quand on dézoome vraiment, on est très très haut. Il n'y a aucune structure en daily, en 12 heures, etc. qui est particulièrement inquiétante, loin de là. On a un pétrole qui
lui aussi est un petit peu tendancieux dans la direction dans laquelle il veut aller euh, sur le court terme, mais sur le mi-terme qui reste toujours baissier so far. Donc voilà pour ça, un gold qui est absolument flat. Donc pour ça, pas tellement de problèmes. Donc ensuite, on va s'intéresser évidemment à ce qui vous intéresse sûrement le plus, la crypto en tant que telle. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on est? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? On va regarder tout ça ensemble. Donc on s'était quitté du coup la semaine dernière. On était le tac. On était par où? Dimanche 28, on était par là. Autour des 107 000. Grosso modo, ici, on n'avait pas spécialement d'inquiétude à avoir. On venait de toucher notre bad range qu'on pouvait identifier grosso modo autour des 100 000 jusqu'à 110 000 pour le haut de range. Donc, hop, on fait simple, hein, c'est des bornes qui sont assez grossières, mais c'est pour vous donner l'esprit général. Surtout, je trouve qu'en daily, je trouve ça assez propre. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Bon. Déjà, quand on regarde la structure en daily, on est toujours dans cette structure baissière. Enfin, toujours dans ce truc-là. Tac. Donc, jusqu'à preuve du contraire, ça, c'est pas cassé. Donc, ici constitue une zone de rejet plutôt normale. Puisqu'on essaye de défendre ce high qui est ici. Ok. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on regarde d'autre? On va regarder sur des horizons de temps un peu plus courts, est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment dramatiques? Et ben dans la configuration actuelle, j'irai pas non plus crier spécialement au loup, puisque on est toujours au-dessus, enfin, depuis qu'on s'est fait la petite frayeur à 100 000, ici, on a vite récupéré la moyenne mobile ici, en 4 heures. Maintenant, on est toujours dans notre range, donc cette moyenne mobile en 4 heures, dans un range, c'est une zone à laquelle je prête un petit peu moins d'intention, puisque une moyenne mobile quand on range, ça veut tout et rien dire. C'est plutôt un indicateur de tendance, donc pour le moment, on va s'en séparer, au moins sur le moyen terme. Donc, j'aimerais bien pouvoir dézoomer, mais ma souris décide de mourir. Donc, quand on regarde un petit peu, on est en train de tenir, jusqu'à preuve du contraire, des supports qui sont intéressants. On a des Est-ce que je peux te montrer un truc? Bien sûr. Parce que bon, il y a tellement d'indicateurs que tu as des trucs pertinents, des fois même un peu au hasard. Mais moi, je sais que bon, j'ai des lignes très différentes de toi, mais j'ai un truc qui est assez intéressant. Attends, j'arrive pas à mettre la chaîne. Il va me sortir le canal, 100%. Non, même. Ouais, plus ou moins. Non, trend baissière, mais bref. Tu peux m'ajouter la chaîne ou pas de ton côté? Ouais. La scène. Vas-y, je t'en prie. Merci, chef. Voilà, on a une trend qu'on avait pété et qu'on a réintégré. Je pense que bon, ça c'était assez connu. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça se tasse là en fait. C'est ce que j'ai remarqué. Alors voilà, ça reste voilà. Mais je trouvais ça assez intéressant, genre un peu indécis. Et genre soit ça pète et soit ça chute. Je sais pas ce que t'en penses. Du coup, ce serait la. C'est quoi? C'est SMA 50 celle-là? Je vois très très mal sur ta chart. Ouais, ça doit être ça. J'imagine. Voilà. Donc voilà, je vais juste te montrer ça parce que bah voilà. J'avoue, c'est le genre de pattern que je vais pas regarder, tout simplement parce que c'est pas le genre de truc que j'apprécie regarder. Même si je comprends que ça suscite un intérêt, qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent, j'ai vu passer plusieurs fois, etc. J'avoue ne pas spécialement avoir d'avis particulier sur ça. Des lignes, enfin, ce genre de lignes, etc., dans lesquelles on dit machin, on réintègre, etc. Tout dépend de comment. On peut pas dire que ça n'a pas d'impact quand même. Tu peux pas dire que ça n'a pas d'impact, mais par contre, à quel point je m'intéresse à ce genre de truc-là. Oui. Ok, ça donne pas de signaux, tu veux dire quoi. Ouais, c'est ça. En fait, je comprends que les gens s'y intéressent, pourquoi pas, mais c'est le genre de pattern que je connais pas, etc. Et en plus, ici, tu peux dire que tu réintègres, mais tu réintègres quoi? Tu peux me tracer après, un trait en bas comme ça moi, si tu veux, hein, mais après, ça forme un espèce de canal, mais moi, je suis pas du tout fan de ce genre de vue, parce que en plus, ça reste qu'un seul trait, il faudrait à minima tracer une zone rectangulaire pour que ce soit un minimum pertinent, qui fasse... je sais pas, n'importe quoi, parce que c'est pas un seul prix, c'est des zones de prix, donc en fait, du moment que t'as pas cassé véritablement, je considère que ça n'a pas parce que c'est volatile. C'est Casper qui me disait ça, ouais.
Ouais, et puis vraiment juste, ouais, c'est un ensemble de trucs qui fait que je donne très très peu de crédit à ce genre de choses. Mais je peux Hmm. comprendre que ça suscite un intérêt, mais Ok. ça, ça m'intéresse pas plus que ça. Du Hmm, coup, je hmm. vais plutôt me concentrer sur des niveaux verticaux, pardon, des niveaux horizontaux, notamment tout ce qui sera imbalance, euh, order block, bref, etc. Des niveaux horizontaux sur lesquels on peut avoir des zones un petit peu plus propres et qui nous donnent au moins des, enfin qui moi je trouve sont des zones un peu plus clean. En fait, qu'est-ce qu'on a ici? On s'était quitté du coup mercredi, jeudi, là le week-end dernier, on s'était fait rejeter par justement cet order block. Un order block, je rappelle, c'est une zone sur laquelle on a un fort rejet dans un sens, enfin dans un suivi de tendance, voilà. Où on a une forte réaction dans un sens ou dans l'autre. On s'était fait rejeter ici une première fois, puis une deuxième fois où on avait tenté de fake out, de créer un certain FOMO, et ensuite on a été chassé beaucoup plus bas, on a été retouché niveau des 106 000, niveau des 106 000 qui constitue déjà, je le rappelle pour ceux qui ne suivent pas de manière assidue cette chaîne, qui constitue déjà un niveau pourquoi pas intéressant. C'est le niveau où on avait eu nos mèches finales entre décembre et janvier, et niveau sur lequel actuellement on trouve un petit peu de tic-tac, un peu en dessous, un peu au-dessus. Vous voyez qu'entre les 100 000 et les 106 000, on a souvent des réactions qui se font sur ces deux niveaux-là. Donc, le niveau des 106, c'est déjà un niveau... Mince, je ne vais pas du tout faire ça. Voilà. C'est déjà un niveau qui est intéressant sur le court terme. Ça n'indiquerait pas spécialement que tout va bien. En fait, on pourrait faire totalement ce genre de choses, hein. Ça, puis repartir ensuite là. C'est pas un niveau sur lequel je suis en mode si ça break, ça y est, c'est foutu. Pas du tout. C'est juste un niveau intermédiaire sur lequel on peut imaginer avoir du support. Et même le niveau des 108 000, c'est aussi un niveau sur lequel à court terme, on a... on peut en fait s'en servir à court terme pour tenir la tendance et ensuite repartir par là. Ce serait absolument pas idiot. Et même si on va... Alors j'ai vu des gens qui parlaient justement des 82, enfin pas des 82, pardon, des 97, etc. Justement, alors j'ai vraiment une souris qui m'emmerde parce que mon scroll ne marche plus. Ok, on va essayer de faire avec. Des gens qui en fait sont dans ce pattern-là à dire que en gros on retournerait par là-bas. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, je veux dire, ça se défend si on regarde ce pattern-là. Je vous ai dit, moi, c'est pas le genre de truc que j'ai spécialement envie de regarder. Moi, ce que j'ai plutôt envie de regarder, ce serait plutôt une défense de niveau entre les 106, justement, dont je parlais avant, et les 102. Voilà. Où, en fait, on essaierait d'imprimer n'importe quoi qui ressemblerait à une structure comme ça, là, hop, 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 pour continuer, en fait, la tendance, dans tous les cas. Maintenant. Je vois, ça dit, bref, ça peut monter, baisser ou ranger. Ah oui, c'est un peu le cas, mais sur différentes C'est un unités de marché, temps. quoi. C'est un marché, bien malin, celui qui peut prédire qui peut prédire l'avenir. Le but, c'est pas de prédire l'avenir, c'est d'anticiper les trucs qui peuvent se passer. Bon, moi, quand je vois ça, très honnêtement, sur BTC, j'ai pas spécialement d'avis très clair. Je sais juste que je suis pas spécialement bearish, que ça me semble prématuré de prendre des quelconques shorts, même à court terme, puisqu'on est sur des niveaux de support peut-être intéressants, que si on break les 106, ce sera probablement pour aller vers les 103, pardon, si on perd les 108, ce sera probablement pour aller vers les 103, sur le court terme, et après, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, j'ai envie de dire, ce sera libre à chacun, et après, on réavise, mais là, dans l'immédiat, sur le marché, je peux pas vous dire, les gars, bearish, hein. Bearish de zinzin. Pas vraiment. Enfin, j'aimerais volontiers, hein, c'est pas ça le problème, hein, mais à part vous dire qu'on est dans un haut de range, qu'on a envie peut-être d'aller retester le milieu de range ici dans les 105, on peut retourner aussi dans le bas de range à 100 000, etc. Je suis pas spécialement d'avis particulier, à part juste le fait de dire que sur BTC, on est dans une zone un peu floue, voilà, et qu'on peut tout faire et qu'on va voir un peu s'exprimer le prix la semaine prochaine. Est-ce que on aura un dip quelconque? Ça dépendra aussi beaucoup de la TradFi, etc. Donc
Sur BTC, il y a différents niveaux, sur du court terme, sur du moyen terme, etc. Bien évidemment, si on parle du long terme, il n'y a absolument rien à signaler, bien évidemment. C'est plutôt l'horizon de l'été. Est-ce qu'on va passer un bon été, un été plutôt moyen? Ça va se décider au fur et à mesure. Ça se trouve, on peut totalement faire la même chose qu'on a fait l'année dernière par ici, là. Tac. Où on avait vécu un range infernal de 8 mois. On peut imaginer qu'on soit qu'au tout début de ce range-là et qu'on ait encore 6 mois de range devant nous. Enfin, voilà. Je peux pas vous affirmer quelque chose en voyant les charts ici. Je suis juste en mode wait and see. Voilà, pour être totalement transparent avec vous aussi, par contre, les shorts que j'ai pris ici n'ont pas été TP pour 100$ sur BTC et 10$ sur Ether. Voilà. J'ai pas été fill sur mes TP, par contre j'ai pris mes SL. Donc absolument terrifié sur mes scalps, voilà, par souci de transparence avec vous aussi. Donc sur la lecture du marché, on était pas mal la semaine dernière sur le court terme. J'avais eu la bonne lecture. L'exécution, c'est encore autre chose. Mais si je vous prends Ether, bien malin celui qui peut me dire où est-ce que Ether sera dans les prochaines semaines. Oh, je vais jamais pouvoir zoomer. Oh, c'est infernal. J'ai vraiment mon scroll qui ne veut juste pas. C'est le bear market. C'est vraiment terrifiant. Bon, bref, juste pour vous dire que Ether, ça fait quoi? Ça fait 6 semaines, même plus que ça. Ça fait 8 semaines que Ether est au même prix. Hallucinant. Bah, écoutez, on a juste une mèche à la hausse, à la baisse. On va juste vous prendre une charte un peu plus clean, etc. Vous voyez que Ether est juste au même prix. Je vous assure que là, c'est juste, on a eu un gros dip, ravalé, et on est toujours au même prix. Donc cette consolidation, elle est à la fois bearish parce que ici, il y avait l'ami Froggy qui m'avait ping en privé pour me dire que MDR, lol, on consolide sous le M-top mensuel de Ether, ce qui est pas faux. Voilà. Donc à tout moment, la suite du train, c'est ça. C'est possible aussi, mais on peut aussi aller exploser ce niveau et s'en servir en tant que support. En tout cas, la zone est clé sur Ether. Sur le court terme, il y a plein de trucs sympas à faire, qu'on soit d'accord, en termes de scalp, etc. C'est super. Maintenant, sur un horizon mid-terme, c'est bien compliqué de se positionner maintenant pour savoir par la suite. Donc, encore une fois, wait and see. C'est pas l'analyse technique où je vais avoir le plus de conviction à vous donner. La semaine dernière, j'avais dit que ça commençait à être sympa, en vrai de vrai, et je continue à dire que ça commence d'être de plus en plus sympa en termes d'exposition à moyen terme sur les alts, particulièrement. Je trouve qu'il y a des trucs qui se mettent en place, qui sont plutôt sympas. Notamment sur Sol, hein, on voit que sur Sol on a eu notre première réaction ici, on s'est quitté la semaine dernière avec une première consolidation. J'ai absolument pas touché la charte depuis la semaine dernière, hein, donc tout ça ce que vous voyez c'est le truc qu'on a vu la semaine dernière. Si on est très content de le retoucher à 130 sur un horizon mid-term et imprimer une espèce de structure à plat comme ça par la suite pour avoir une belle consolidation et poser un bottom, on sera très heureux. Et je pense que sur les 130 il y aura probablement de l'exposition mid-term à prendre. Sur Hype, je vous ai dit que j'avais envie de build une position entre les 35 et les 29 quand on était par ici, là, en fait, tout simplement. Sauf que le Hype, en fait, il est toujours en tendance. Que le Hype, il continue de monter petit à petit. Donc, les zones que je veux entre les 35 et les 30, pour le moment, j'en vois pas l'heure. J'en ai racheté un tout petit peu à 36 parce que quand même, je me suis dit, je sens que je vais me prendre une entourloupe, donc j'ai juste ouvert ma position petit à petit en spot sur Hype, etc. Très honnêtement, même si on touche à 37, ça pourrait être un achat, hein, parce que tout dépend en fait à quel point est-ce qu'on se sert de cette moyenne mobile en termes de structure. Si jamais on réussit à rester dessus, j'ai aucun problème à acheter à 37. Si jamais on vient break, ce sera pour aller fill, probablement une reload zone ici et peut-être imprimer un très très beau W. Enfin, n'importe quoi qui ressemblerait à un double bottom en daily. Et mon scroll de souris va vraiment m'emmerder, je peux pas zoomer, mais je vous assure que je mets tout mon cœur pour zoomer. Donc voilà pour ça, et ensuite après sur les alts, ça n'a pas tellement bougé, hein, mine de rien. Sur le court terme, il y a des trucs qui sont pas très beaux.
Par exemple, si on prend du SUI se fait rejeter sur sa moyenne mobile 200 ici, donc c'est plutôt des zones où on voit des rejets. Hop, quand on est dessous, c'est des zones qui sont plutôt marquantes pour avoir des rejets, c'est encore le cas aujourd'hui. Mince, pardon, excusez-moi. Si jamais je devais prendre une position de maintenant, ce serait probablement un short scalp ici, avec un, je sais pas, un SL par rapport à là, et ne serait-ce que jouer un petit dip ici, si jamais on part du principe que BTC a aussi envie de dip. Ce qui me semble pas particulièrement une mauvaise idée. Sur le court terme, bien évidemment, pour ensuite aller, je ne sais pas, peut-être target une reload zone qui serait un petit peu plus basse, et où on imprimerait un double bottom pour marquer la fin de l'été, par exemple, que sais-je. Du SEI qui est complètement à plat aussi, autour des 25 centimes. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose à dire, et je ne vais pas passer beaucoup de temps sur les alts non plus, parce que dans tous les cas, ça reste des charts qui sont en train de se mettre à plat. Voilà. Alors à plat et où qui sont moches. Voilà. Il y a des trucs, par exemple, Aero jusqu'à 75, j'étais en mode, bon, bah si ça tient, pourquoi pas, why not. Et vu là la dynamique à court terme et le break potentiel qu'on peut faire de ces supports ici, de cette grosse zone de support qu'on pourrait voir en tendance, ça ne m'étonnerait pas qu'on aille ne serait-ce que taper sur de l'OB, peut-être ne serait-ce que dans les 66 à 60 centimes déjà, pour peut-être acheter. Donc voilà, en tout cas sur le court terme. Mais sinon, quand on dézoome, encore une fois, il y a des charts qui sont très bien et sur lesquels on a très très envie de défendre des higher high, en fait, tout simplement. Donc, il y a des trucs. Le fait de vous faire cette émission samedi comme ça, c'est un jour dans la semaine. Donc évidemment que si jamais j'ai envie d'acheter demain parce qu'il y a des trucs qui sont sympas, etc., il faut pas attendre l'émission de la semaine prochaine non plus. C'est pour ça que je vous invite à aller dans le Discord Decrypted, si jamais c'est bien évidemment pas le cas, parce que c'est là-bas où on peut regarder un peu plus en temps réel. Mais la plupart des trucs sont soit à plat, soit en léger dump, mais c'est sur des trucs qu'on a envie de voir tenir des zones, des bottoms, etc. sur les alts. Donc, il faut choisir les bons. Ils sont pas tous très propres. Il y a des trucs genre ENA, c'est moins beau que la moyenne, pour pas dire que c'est pire que la moyenne. Voilà. Et après, il y a des trucs qui sont un peu plus sympas que le reste. On a vu le hype, c'est sympa, mais le hype, c'est toujours sympa. Du SUI, du SEI, c'est un peu mieux que la moyenne. Voilà. Et voilà, tout simplement. Donc si jamais vous voulez que je regarde quelques alts, n'hésitez pas, bien entendu, on peut faire le tour. Je pense que le AAV par exemple il est plutôt pas très mal. Tac. Le AAV sur lequel structurellement ça reste assez sympa. Le problème c'est que l'acheter à ces prix là, je suis pas sûr que ce soit spécialement très très bon. Je préférerais l'acheter plus bas que de l'acheter maintenant. Bon, ce sera analysé un peu plus. RSR, pourquoi pas. Non, je vais pas du tout ouvrir ça. Tac. Voyons voir. RSR, est-ce qu'on a un truc un peu cool? Voyons voir. Tac. Je suis jamais. Ok. Sur RSR, on se fait rejeter par la 204 heures ici. Pour le moment, assez ambigu, mais pour le moment c'est plutôt un rejet. Et on a quand même des structures positives à court terme, mine de rien, et même à moyen terme, c'est plutôt des trucs sympas. Depuis qu'on a posé le bottom en mars, qu'on a eu notre premier rebond ici, en fait on défend un W en weekly, mine de rien. On essaye de tenir une structure de bottom ici, avec ce higher low qui vient défendre le plus bas qu'on avait ici à 0,045. Et sur le court terme, on a plutôt un shift sur la structure aussi, là, ici. Pourquoi pas. Ce serait pas totalement clair du moment qu'on n'a pas cassé ça, mais ça veut dire que sur des horizons mid-term, par exemple, des positions qui peuvent se prendre sur RSR, j'irais dire par exemple ce genre de truc. Hop. Ne serait-ce que peut-être jouer à ça par exemple. Ça me semble pas inintéressant sur un horizon de mid-term.
avec, si on part du principe qu'ici on défend pour jouer une structure haussière par la suite et aller récupérer ce high ici, on pourrait jouer une structure comme ça, de la même manière que Aérodrome nous l'a montré juste avant par exemple. Donc pas inintéressant. Pas les actifs sur lesquels moi j'aime me positionner spécialement, mais pas inintéressant en tant que tel. On a des trucs, je vois passer Pengu, Fartcoin et SPX. Le SPX qui est dans une consolidation à l'horizontale, qui oscille autour de sa moyenne mobile 200 en 4 heures ici. Donc structurellement, alors ici il faudrait quand même faire gaffe parce que ça reste quand même pas très beau, on va pas se mentir. Faudra voir ce que ça donne un peu par la suite. Mais sinon, quand on dézoome un petit peu, ça reste en fait un espèce de range, hein, tout simplement. Donc pas inintéressant. Encore une fois, hein, vraiment sur... j'ai pas vraiment de trucs qui me donnent spécialement envie plus que les autres. J'ai pas spécialement de zones qui sont spécialement intéressantes là, comme ça. Je suis juste en mode, ok, on essaie de défendre des trucs intéressants. Pengu, j'irai pas m'exposer maintenant, clairement. Juste, ce qu'on voit, c'est que la structure fondamentale, elle reste haussière. Hein. Pas besoin de vous faire un dessin. On avait tenu ici les 618. On a fait un higher high, donc tout ce qui défendrait un higher low à partir de là, sur une reload zone par exemple. Je l'ai tracé au hasard, mais voilà. Ce serait à acheter, je pense. Voilà. Mais là, j'irai absolument pas en acheter. Je pense que c'est bien trop tard pour l'acheter maintenant. Et après du Fartcoin qui reste un petit peu plus faiblard que la moyenne. Pareil. Pas spécialement envie d'acheter maintenant, loin de là. Donc plutôt en attente. Plutôt même d'ailleurs une zone à short en moyenne time frame, je pense. Étant donné qu'on est toujours dans... Ouais. En plus, on reprend les 618 ici de Fibonacci. Je pense que c'est plutôt une zone à short qu'à longue, pour peut-être aller chercher ne serait-ce qu'une reload zone acheteuse par là, peut-être. Pourquoi pas. Mais dans l'autre sens, du coup. Et Pendle, c'est un actif que j'aime bien, parce qu'en plus, il arrive à tenir un support qui me semble assez clé. Il arrivait à tenir. Qui était les 3,2. Au vu de la dynamique, là, qui est ultra faiblarde, avec ses rejets là sous ses moyennes mobiles, autour des 3.6, 3.7. Ça m'étonnerait qu'il aille pas chercher très honnêtement une reload zone hein, maintenant. Au moins sur un 618 entre les 2.9 et les 2.5. Franco, tu me dis 2,2. 2,2, je trouve ça fait vachement loin. Ce serait pas spécialement déconnant, hein, mais ça fait vachement loin. Il y a une belle zone aussi, mais on est plutôt sur le bottom de ce qu'on peut rechercher. Encore une fois, hein, la zone, c'est tout ça. Et après, il faut voir la structure à l'intérieur. Hein. Ça se trouve, on fait une structure ici, on peut faire une structure là, on peut faire une structure entre les deux. Il y a les zones et les structures à l'intérieur. C'est pour ça que, pour le moment, il y a des zones qui sont sympas, mais les structures sont toujours un petit peu tendancieuses. En tout cas, voilà. Sur les alts, juste ça se monitor. Je suis toujours pas exposé mid-term non plus. Parce qu'il n'y a rien qui donne spécialement envie, du moins que BTC dans tous les cas n'a pas repris une trend forte. Parce que quand BTC range, les alts se font éclater, donc pas d'intérêt particulier en attendant sur les alts. Donc à part attendre et avoir des belles zones et attendre que BTC ait une direction un peu claire, pas besoin de se précipiter. Et structurellement sur les alts, on n'est pas spécialement haussier à foison non plus. C'est pas catastrophique, mais à court terme, mollo. Voilà. C'est un peu la vie que j'en ai. Et ça ressemble à mon avis que j'ai depuis 4 semaines, 5 semaines, je pense. Je dis tout le temps la même chose. Du coup, c'est pour ça que vous avez peut-être l'impression que je me répète. Mais parce que je suis toujours en mode... pour le moment, j'ai pas ce qu'il me faut pour avoir spécialement envie de me positionner sur des alts. Sauf le grand Hyperliquid qui est juste... qui est propre dans sa tendance et qui est pas mal, même si bien évidemment on reste aussi ouvert au fait que à court terme ça peut aller chercher du 35, du 29 qui constitueraient les meilleures zones d'achat selon moi. Voilà. Ok. Et j'ai fini. Parfait. Piou.
En Bon, vrai, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais de toute façon, on fera pas durer ça trop longtemps. En tout cas, de mon côté, moi, je suis censé touch grass aujourd'hui. Donc, voilà. et en plus, on est samedi, qui dit samedi dit repas en famille pour tout le général, là. Tout le monde doit aller, tout le monde doit aller touch grass. En plus, il fait chaud, c'est le moment de profiter du soleil. En tout cas, voilà pour ça. Je sais pas comment vous, dans le chat, vous vous sentez un petit peu sur le marché pour clôturer cette émission. Au vu des statistiques, je pense que grosso modo, les gens sont toujours un peu dans ce pessimisme, dans ce marasme un petit peu ambiant. Euh, je pense qu'il faut juste réussir à apprécier l'écosystème crypto en dehors de son exposition au marché et de ses pertes latentes. Et qu'il faut un petit peu gérer ses expositions, etc. Je pense que justement, je vais redire la même chose que la semaine dernière, je crois, mais on est dans le moment où il y a potentiellement le meilleur achat à faire si on a envie d'acheter le désintérêt. Un peu ce qu'on a vu l'année dernière, pendant l'été, etc. C'est un peu la même Très bien dit. configuration, c'est-à-dire que, on l'avait dit la semaine dernière, je crois, non? Peut-être, mais c'est très bien dit, ouais. Ah oui, tu disais que c'était bien dit. Ah, j'ai cru que Oui, tu c'est bien disais dit. qu'on l'avait déjà dit. Et j'ai peut-être dit ça la semaine dernière déjà, mais je continue à le penser parce que, en fait, je trouve qu'on a de moins en moins de peur à avoir sur le marché. Genre, non pas qu'il n'y a rien de grave, parce que je continue à penser qu'il y a plein de trucs qui sont cata d'un point de vue purement macro à long terme, etc., qu'il y a plein d'incertitudes, il y a plein de trucs, mais que on sent l'énergie générale qui veut fuel les marchés, qui veut fuel le Ponzi, etc., et que ça peut durer un petit moment avant d'avoir des vrais problèmes, etc., une espèce de mini QE, de trucs un peu d'euphorie ou je sais pas quoi, et que j'irai pas non plus jeter sous le bus totalement une petite phase là qui pourrait arriver d'ici les prochaines semaines, peut-être en préparation de septembre, etc. Donc je pense qu'il faut rester alerte et il faut continuer à suivre le marché, etc. Que ce soit sur ce qu'on raconte là, mais aussi sur Discord, avec les analyses sur options aussi qui sont pertinentes et qui permettent en fait de se rendre compte qu'on est toujours dans des phases de range, que peut-être que ce sera un peu mollasson voilà, pendant encore quelques temps, mais le moment où ça part, et il faut pas trembler des genoux, et il faut être sûr de ses positions, etc. Et si vous savez pas quoi faire, il faut farmer des airdrops. Surtout qu'on voit quand même qu'il y a un narratif institutionnel qui s'installe, et même si ça ne bénéficie pas directement aux altcoins, quand tu vas voir le coin ou le circle surtout exploser, si c'est dans les bonnes configs, ça peut toujours apporter du monde. Enfin, je pense que là, fondamentalement, on est toujours en ATH en fait. C'est une folie comme tous les jours on est en ATH. Et je pense que ça finira par payer, mais pour ça, il faut juste que le marché se détende, qu'ils veulent prendre du risque. Et après, vous connaissez, de toute façon, c'est un peu c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus ça monte, plus les gens en parlent, plus ça monte, plus les gens en parlent, et jusqu'à ce que on recte tout le monde. Voilà. C'est un peu l'idée. Classique. C'est un peu l'idée. Mais voilà, exactement. Il faut juste savoir se positionner au bon moment sur les bons trucs. Surtout au bon moment, mine de rien, parce que sur les bons trucs, la performance sera similaire partout, mais au moins sur le bon moment, c'est rien. Je considère que pour le moment, ça sert à rien d'être spécialement exposé. Ça fait 4-5 semaines maintenant que je suis désexposé sur à peu près n'importe quoi. Donc, il faut juste attendre des bons timings. Et quand les bons timings sont là, dans des belles configurations, etc., il faut poser les billets, il faut s'exposer, et après il faudra se désexposer quand on aura de nouveau une surperformance des alts versus BTC. Voilà. Écoutez, voilà une émission un petit peu plus courte que la moyenne, mais je pense que ce sera très bien. Vous avez l'essentiel, vous avez une petite... une petite review de Cannes, la review des news de marché, on parle un petit peu de prix, etc. comme d'habitude. Si jamais vous en voulez toujours plus parce que vous nous adorez, ce que je comprendrai totalement, ce qui me semble la moindre des choses, vous pouvez aller dans le Discord qui se trouve bien évidemment en description, mais pour ceux qui sont les tech. Mince, hop, tac. Et pour tous ceux qui n'auront pas le lien, je vous le mets dans les différents channels respectifs. Et je vais vous souhaiter une excellente soirée, une excellente fin de week-end, pardon. Profitez de vous, prenez soin de vos bagues. C'était Decrypted. Ciao les potes. Ciao.